On continue et on va laisser la parole à Strasbourg cette fois-ci avec notre binôme de choc Véronique et Isabelle pour nous parler de partenariat et notamment de convention. C'est bon pour le partage d'écran? C'est parfait. Ok. Donc, bonjour à tous. On va aborder la façon d'établir les règles de fonctionnement entre le CESU et ses partenaires. Alors, pour répondre à cette question, un petit contexte que vous connaissez sûrement pour la plupart d'entre vous, c'est un établissement de santé de votre département qui souhaite mettre en place de manière autonome des AFGSU pour ses professionnels, en formation continue notamment. 3 de leurs infirmiers postés en réanimation sont formateurs AFGSU. Alors, comment établissez-vous les règles de fonctionnement entre cet établissement et votre CESU? Alors, pour répondre à cette question, la solution, c'est la convention cadre. Alors, on va voir ce que c'est la convention cadre, qui est concerné, pourquoi, quel est son contenu et pour combien de temps. Alors, la convention cadre, en fait, c'est un terme, c'est une dénomination juridique qui définit un contrat qui va fixer des règles générales d'un partenariat à venir ou à renouveler, sur lesquelles les deux parties s'appuieront pour exécuter leurs engagements, en respecter les modalités, et tout ça pour une durée déterminée. Qui est concerné? Eh bien, l'établissement de santé dont dépend votre CESU, c'est la première partie, et la deuxième partie, l'établissement avec lequel vous allez conventionner. Oui, je dis l'établissement de santé dont dépend le CESU, puisque le CESU n'est pas signataire. Même s'il y a une délégation de signature dans votre CESU, ça reste quand même la signature de l'établissement de santé dont vous dépendez. L'autre partie, ce sera ou un établissement de santé comme dans l'exemple que j'ai proposé, ou alors un organisme privé. Concernant les établissements de santé, ce sera en lien avec la formation continue, mais ça peut être aussi la formation, les AFGSU délivrés en formation initiale, puisque les instituts de formation en santé sont la plupart du temps reliés à un établissement de santé. Alors, pourquoi une convention cadre? Alors, elle ne concerne que les formations réglementées, à savoir, en ce qui nous concerne, les AFGSU 1, 2 et la FGSU spécialisée. Toute autre formation où le CESU n'est pas impliqué n'a pas lieu il n'y a pas lieu d'avoir une convention. Pourquoi? Pour définir les engagements à respecter par chaque partie, à savoir le CESU et ce qu'on appellera le co-contractant. Le co-contractant, ça définit ou l'établissement de santé ou l'organisme de formation. Alors, en exemple des engagements du co-contractant, ça va être le suivi de l'habilitation des formateurs, puisqu'il faudra qu'ils prouvent que les formateurs sont habilités, le respect de la réglementation en lien avec les AFGSU, le respect d'une certaine éthique, à savoir qu'on va préciser qu'ils ne vont former que les publics concernés visés dans la convention, si possible dans le département du CESU. Si ce n'est pas le cas, il faudra que ce co-contractant s'assure que votre CESU a bien demandé l'accord du CESU pour le département qui est concerné. Je pense notamment à des établissements qui sont relativement frontaliers d'un département à l'autre et pour qui c'est plus facile de traiter avec le CESU du département d'à côté. Donc, éthiquement, on demande l'autorisation du CESU concerné par le département. Et puis, l'engagement quant à la mise à disposition des moyens matériels et des locaux qui vont permettre le respect de la pédagogie et de la délivrance de la FGSU. Les engagements vis-à-vis du CESU, ça va être de proposer la formation initiale et continue des formateurs, d'éditer les diplômes et de tracer les formations, notamment auprès du ministère de la Santé,
et puis d'appliquer des tarifs qui sont recommandés. Je pense notamment, lorsqu'il s'agit de formation continue, d'appliquer des tarifs qui sont recommandés notamment par un décret actuellement, hein. Et puis, ça peut être un engagement en fonction de ce que vous allez, comment dire, de ce que vous allez décider avec votre co-contractant, s'il faut éventuellement une mise à disposition de matériel, un formateur supplémentaire, etc. Alors, quel est son contenu? D'abord, elle est dénominée, hein, il y a un titre, et puis les parties aussi sont bien dénommées. À savoir, là, on attire votre attention sur le fait qu'il sera intéressant quand, dans la partie qui concerne votre CESU, notamment, bien sûr, de préciser qui est le CH ou le CHU dont vous dépendez, mais notamment le numéro de déclaration d'activité de votre CESU. Pensez à rajouter que vous êtes bien certifié Calliope avec l'action de formation pour laquelle vous êtes accrédité, agrémenté. Et voilà. Pour l'établissement ou l'organisme de formation, c'est pareil. Si c'est un organisme de formation, pensez à demander le numéro de déclaration d'activité. Alors, ce que je vous propose là, c'est l'exemple de convention qui sera mise à votre disposition via le secrétariat du CA, au même titre que les autres documents qu'on vous a proposés pour l'enCESU, pour le Calliope notamment, les documents en CESU proposés pour Calliope. Je reviens juste sur ce modèle de convention. Il faudra bien penser à mettre le logo de votre CH et le logo du CESU, hein. Actuellement, sur ce document, il y a le logo de l'enCESU puisque c'est un document qui vous est proposé par l'enCESU. On va y retrouver aussi un préambule avec les références réglementaires, notamment qui concernent le CESU, la FGSU, mais aussi l'habilitation des formateurs. L'objet, par exemple, la FGSU 1 et 2 en formation initiale et formation continue. Les modalités sous forme d'articles, la date et le lieu où va être signée cette convention, et puis éventuellement des annexes. Alors, ces annexes, l'intérêt de ces annexes, c'est, je précisais au début de présentation que cette convention doit établir des règles générales. Pour les détails, préférez plutôt des annexes sur lesquelles ce sera plus facile de faire des modifications plutôt que de refaire à chaque fois le corps de la convention. Et des annexes notamment, par exemple, concernant les tarifs. Pour ça, je vous invite à consulter le document modèle où il y a aussi un modèle d'annexe pour les tarifs, hein. Et puis ensuite, pour combien de temps? Cette durée, elle va être convenue entre les deux parties. Ça peut aller de 1 à 5 ans, hein, ou alors à chaque fois qu'il y a une modification souhaitée par une des deux parties. En conclusion, cette convention ne concerne que les formations réglementées. Elle doit y contenir ses références réglementaires, les règles générales plus ou moins avec des annexes pour les détails, la signature des deux parties et la durée prévue. Donc, je répète qu'il y aura un exemplaire type disponible via le secrétariat de l'enCESU. Voilà, je suis disponible pour vos questions. Véronique et moi sommes disponibles pour vos questions. Alors, écoute Isabelle, pas mal de questions sur effectivement ce décret qui fixe les tarifs. Donc, Gaëlle a dit que ce serait sur notre site prochainement. Non, j'ai parlé de la convention cadre pour ah, pardon. Alors, oui. Alors, le décret sur lequel tu trouves les tarifs, Isabelle, c'est lequel? Alors, je ne peux pas vous le proposer tout de suite, mais peut-être que Véronique peut m'aider à y répondre ou Gaëlle, parce que c'est une question qui revient assez souvent en ce moment, notamment concernant la formation initiale. Il y a une tarification qui est prévue et qui a été réglementée. Alors, moi, je trouve circulaire du 27 mai 2010. Donc, on le retrouve en allant sur le site de l'enCESU, dans l'onglet formation, texte réglementaire.
Alors, c'est quelque chose qu'on va remettre au goût du jour, hein. Donc, ça date de 2010, effectivement, ça a 12 ans. Vous allez être, enfin, pour certains d'entre vous, contactés individuellement, puisque, à nouveau, cette circulaire n'est pas respectée. Même si elle a 12 ans, elle est toujours d'actualité et elle ne concerne que les étudiants en formation initiale. Donc, c'était une tarification d'étudiants individuels à ne pas dépasser, qui correspond donc à 200 euros, tout compris. Elle peut être inférieure, bien sûr, ça c'est vous qui décidez, mais elle ne devrait pas être supérieure. L'ANSESU a demandé au ministère, à la DGS, une revalorisation de cette circulaire, puisqu'elle date d'il y a 12 ans, qui nous semblait important qu'elle puisse être revalorisée. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Je pense que ça ne sera pas le cas dans les semaines qui viennent. Donc, elle est toujours d'actualité. On ne doit pas dépasser une facturation de 200 euros quand vous êtes en face à face, quand vous êtes en bune à bune, quand vous êtes directement avec un étudiant, quel qu'il soit, pour quelque profession que ce soit. On a actuellement la mise en place des GSU2 dans les AES, à droite, à gauche dans les différents départements. On a quelques départements où ça coince, mais vous serez contacté directement par l'ANSESU pour voir comment est-ce qu'on peut organiser les choses. Donc, elle est sur le site de l'ANSESU, cette circulaire, 27 mai 2010, vous la trouvez dans les textes réglementaires. Et puis voilà. Je ne sais pas si vous voulez compléter. Alors, il y a un hôpital qui a l'air de dire qu'il est obligé de suivre les décisions tarifaires de son établissement. Mais ça, c'est pour la formation continue. C'est effectivement l'établissement qui fait une décision tarifaire. Le CESU ne peut pas décider du tarif et ça doit être signé au niveau de la direction. Par contre, si dans cette décision tarifaire, il y a un tarif pour étudiants et qu'il est égal à la formation continue, c'est là où vous devez les alerter. On dit, attention, logiquement, on a ce texte, on doit appliquer ça pour qu'ils adaptent leur décision tarifaire. Mais sinon, c'est la décision tarifaire de la formation continue. Celle-là, elle appartient à chaque établissement. Exactement. Là, on parlait bien. Quand je veux parler de 200 euros, je parle bien de la formation initiale. Une autre question, combien d'heures réglementaires maximum par an un formateur peut-il dispenser pour le CESU de l'établissement où il travaille? Elle donne un exemple en disant un infirmier formateur à FGSU, donc qui n'est pas enseignant CESU et qui n'a pas de temps dédié au CESU. Est-ce qu'il y a une limite de temps? Alors, logiquement, il y a une limite de temps, mais je ne la connais pas par cœur. Ça fait partie de la fonction publique hospitalière, ce qu'on appelle le cumul de rémunération qui est normalement bloqué. Voilà. Si effectivement, comme un des derniers webinaires, on avait parlé des contrats de vacataires, si effectivement vous avez un contrat, sur ce contrat, eh ben, ça doit être stipulé le nombre d'heures maximum qu'on peut faire. Et c'est des nombres d'heures annuels, en fait, compte, il me semble. Donc, j'ai des réponses qui apparaissent. On me dit un cumul de rémunération de 96 heures par an. Ça te paraît correct? Ça me paraît, oui, ça me paraît juste, oui. Ouais. On est bien d'accord que dans plein de CESU, ça limite et ça empêche de fonctionner. Voilà. Mais voilà. Après, vous pouvez, voilà, il ne faut pas que ce soit écrit, en fait. Voilà, on a différentes choses, hein. 96 heures, après, d'un autre côté, on a 30, parce que 96 heures par an, ça me paraît très court. Hein. Ouais, 96 heures par je an, sais ça veut plus, dire que il faut que je regarde, mais on peut vous apporter la ça fait réponse. 4 GSU2 par an et par vacateur. Autant vous dire que je pense qu'il y a, pour les CESU qui travaillent avec beaucoup de vacataires, c'est compliqué. Hein. Et Claude nous dit qu'il demande 1 euro de frais de secrétariat dans les conventions. Très bien. Dans les conventions cadres. Dans les conventions cadres, oui. Cyril Oui, vous a oui. remis là le lien direct si vous voulez retrouver ce décret cette circulaire du 27 mai 2010. Et puis, encore une fois, sur le site de l'ANSESU, si jamais on arrive à avoir une revalorisation, bien entendu que vous en serez les premiers informés pour que vous puissiez revaloriser ceci. Dans l'exemple de l'annexe tarifaire de la convention qu'on vous propose, vous verrez, on peut tout tarifer, hein, bien sûr, raisonnablement. En revanche, l'édition des diplômes pour la formation initiale doit être gratuite. Très bien. Initiale. Et Estelle Leblanc qui demandait si les tarifs s'appliquaient aussi à Pôle emploi. Je laisse Véronique répondre. Et Estelle, je ne t'oublie pas, j'ai un mail à toi en attente de réponse, je ne t'oublie pas. Les messages perso, c'est… Alors, si c'est quelqu'un qui ne passe pas pour l'emploi,
même s'il n'est pas diplômé du diplôme de santé, genre par exemple quelqu'un qui a suspendu sa formation d'IFSI, qui a du coup le diplôme d'aide-soignant et qui a travaillé, qui demande son FGSU, quelqu'un qui ne passe pas Pôle emploi, on ne le considère pas comme étant un étudiant en formation initiale. On le considère comme quelqu'un qui est en formation continue. Et dans ce cas-là, vous pouvez appliquer le tarif formation continue puisque vous allez souvent l'intégrer avec vos groupes à FGSU et vous appliquez le tarif formation continue.